Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire sur le partage et les apprentissages croisés autour du conseil en agroécologie. Donc, mon nom c'est Patrice Diamène, je suis chercheur au CIRAD. Je travaille sur les questions de conseil agricole et de transition agroécologique et je facilite aussi le projet ACOTAF, qui est un projet mis en œuvre par 4 partenaires, dont le CIRAD Interréseau, IRAM et le RESCA AOC, le réseau des services de conseil agricole et rural. Donc, c'est un projet financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et, et qui intervient sur 5 pays principalement, le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Niger. Et l'idée à la base de ce projet, c'est de pouvoir permettre au conseil agricole de se renouveler, vu qu'historiquement, il était orienté plutôt vers l'agriculture conventionnelle, avec une forte utilisation d'intrants, l'artificialisation du milieu et autres, et que maintenant, l'orientation est beaucoup plus vers l'agroécologie comme alternative pour pouvoir réaliser le développement agricole durable. Et donc, par rapport à cette évolution, le conseil agricole n'est pas encore très bien préparé pour jouer son rôle de facilitation du changement. Et donc, il est question à travers ce projet de pouvoir produire des connaissances, des outils et des orientations pour pouvoir faciliter le renouvellement de ce conseil agricole. Donc, quand nous disons agroécologie, c'est en tant que paradigme, mais aussi c'est de façon plus concrète sous l'angle des 13 principes opérationnels tels que définis par le haut panel sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Donc, l'idée du projet, c'est de voir comment produire des connaissances et des outils qui permettront au conseil agricole de mieux faciliter l'adoption raisonnée de ces principes, ça veut dire en fonction des besoins, en tenant compte des milieux, pour pouvoir effectivement contribuer à la réalisation d'une agriculture durable, plus productive et plus, comment dirais-je, qui tient compte aussi des enjeux sociaux et environnementaux. Donc, pour que les transitions agroécologiques se passent, il y a plusieurs leviers qu'il faudra actionner au niveau de la recherche, de la formation, mais aussi au niveau du conseil. Donc, le projet ACOTAF est donc orienté sur le levier conseil agricole parmi les différents leviers nécessaires pour la transition agroécologique qui permettrait d'atteindre des systèmes alimentaires plus durables. Et donc, ACOTAF intervient à 3 niveaux pour ceux qui ont suivi les différentes activités du projet. C'est les 3 niveaux du renforcement des capacités. Donc, il y a d'abord un niveau système. Au démarrage, ACOTAF a mené plusieurs études dans les différents pays d'intervention sur les systèmes nationaux de conseil agricole pour comprendre comment ces systèmes ont évolué, dans quelle mesure est-ce qu'ils sont sensibles aujourd'hui à l'agroécologie ou pas, quelles sont les politiques qui sont mises en œuvre dans le domaine du conseil agricole, mais aussi dans quelle mesure est-ce que les fonctions support sont fonctionnelles et contribuent effectivement à alimenter le conseil en agroécologie. Donc ça, c'était au démarrage du projet. Progressivement, il y a eu un investissement assez conséquent au cours des 2 dernières années, plutôt au niveau organisation, où on a travaillé sur l'adéquation entre l'offre et la demande, d'où la thématique, par exemple, du genre dans le conseil en agroécologie, parce que c'est une demande spécifique qui n'est pas toujours prise en compte, mais aussi la question des méthodes et outils. Par exemple, il y a des collègues qui travaillent sur le numérique et autres. Et un des grands volets par rapport au niveau organisationnel, c'est tout le processus de transformation même des organisations de conseil agricole que nous appelons agroécologisation. Dans quelle mesure est-ce que le conseil agricole, comment le conseil agricole se réforme pour mieux intégrer l'agroécologie dans son offre de conseil. Et donc, il y aura des présentations qui vont être faites cet après-midi par rapport à des démarches qui ont été co-construites avec différents acteurs. Et le dernier niveau, c'est le niveau individuel avec deux branches. La première branche, c'est sur les conseils agricoles, où on s'intéresse au profil du conseiller, mais aussi et surtout à ses attitudes et à ses compétences. Donc là aussi, on partagera avec vous les premiers résultats pour pouvoir interagir avec vous et avoir aussi vos retours d'expérience. Au niveau des producteurs, pardon, il y a une erreur de frappe. On travaille sur la perception des producteurs de l'agroécologie et quels sont leurs besoins en termes en transition agroécologique.
Et enfin aussi, il y avait une ambition par rapport au curricula de formation. C'est des échanges qui ont été développés récemment, mais qui nous paraissent un axe important par rapport au développement des ressources humaines pour pouvoir mieux faciliter les transitions agroécologiques. Le projet ACOTAF a démarré en fin de l'année 2020 et il sera mis en œuvre jusqu'au mois de juillet 2024. Pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité du projet, nous sommes au 5e webinaire, donc le 5e webinaire de rang. Il y a eu un premier webinaire qui était centré sur le partage des résultats de l'état de lieu qu'on avait établi pour mieux comprendre les systèmes nationaux de conseil agricole, dans quelle mesure ils sont sensibles. Ce webinaire a été organisé en français et puis en anglais. Deuxièmement, il y a un deuxième webinaire centré sur les leviers stratégiques pour réfléchir sur la base des résultats obtenus de l'analyse, de la caractérisation du contexte, quels sont les leviers qui émergeaient. Et donc, cela a permis d'élaborer, d'identifier les leviers stratégiques qui ont été partagés, qui ont été développés et partagés au cours d'un webinaire qui a eu lieu au 27 juin. Donc, ceci pour dire, c'est un processus. Ce webinaire, le webinaire d'aujourd'hui intervient s'inscrit dans un processus qui a démarré depuis une année maintenant. Je disais qu'on va continuer avec la deuxième session donc, qui porte sur l'agroécologisation des dispositifs de conseil agricole. Et il s'agit en fait d'une présentation sur quel processus, quelle démarche suivre pour rendre le conseil agricole plus sensible à l'agroécologie. Sur la présentation qu'on a vue ce matin, on a compris que l'agroécologie n'est pas encore vraiment sensible, que le conseil agricole n'est pas encore sensible à l'agroécologie. En termes simples, le conseil agricole n'a pas encore assez intégré l'agroécologie dans son offre de services, parce que le conseil agricole à la base, c'est un service. C'est un service en termes de fourniture d'informations, d'accompagnement, d'aide à la décision, d'aide à la structuration, ainsi de suite. Donc, la question qui se pose, donc, c'est comment faire en sorte que les producteurs, les acteurs des territoires et des filières qui sont intéressés par l'agroécologie puissent bénéficier de la part du conseil agricole des services adaptés à leurs demandes. Donc, voilà en gros la thématique à laquelle nous avons été, qui a donné lieu à ce travail. Bon, j'ai parlé déjà de cette figure le matin. Juste cette diapo, juste pour insister sur le rôle du conseil agricole. Bon, déjà, il faut dire que quand nous parlons de conseil agricole, nous intégrons aussi la diffusion, l'aide à la décision, le renforcement des capacités, l'appui à la structuration et l'intermédiation. Donc, cela inclut la vulgarisation parce que parfois, dans certaines présentations, les gens nous posent la question, pourquoi vous ne parlez pas de vulgarisation, mais plutôt de conseil agricole? Donc, nous prenons la définition large du conseil agricole et nous pensons donc que le conseil agricole, par rapport aux efforts pour les transitions agroécologiques, a un rôle important à jouer. Dans un premier temps, en termes de sensibilisation, pour présenter aux producteurs, aux acteurs de filière, qu'est-ce que c'est que l'agroécologie, quel est son potentiel par rapport à leurs difficultés. Et ensuite, accompagner les producteurs à co-créer les connaissances nécessaires pour l'application de l'agroécologie dans leur milieu et donc à développer les compétences nécessaires pour l'application de l'agroécologie. Un des volets aussi importants que le conseil agricole, où le rôle du conseil agricole est important, ce sont les attitudes des producteurs par rapport à l'agroécologie et même des décideurs. Je connais des milieux où, quand on parlait par exemple du travail minimal du sol, sans labour, sans charrue ou tracteur, c'était plutôt mal vu. On dit non, c'est les producteurs pauvres qui travaillent sans ces équipements-là. Un producteur qui n'utilise pas, par exemple, la semence améliorée, il était considéré comme quelqu'un de pauvre. Donc, vous voyez une question d'attitude qui a après beaucoup d'implications en termes de comportement, de pratique. Donc, une fois que les producteurs ont acquis ces connaissances et développé les compétences, la prochaine étape, c'est comment donc appliquer l'agroécologie
dans leur exploitation en fonction des besoins qu'ils ont. Et donc, si ce processus est bien mené et qu'il y a tout l'accompagnement qu'il faut en termes d'environnement favorable, nous pensons effectivement qu'il peut avoir des impacts de l'agroécologie en termes de gestion durable des ressources naturelles, en termes de cohésion sociale, en termes de développement économique, ainsi de suite, et même de développement participatif, développement local. Donc, voilà comment nous positionnons le rôle du conseil agricole dans le processus pour, j'ai failli dire customiser, mais c'est un mot qui est sorti de mon dictionnaire hier, donc, mais il n'est pas totalement parti. Donc, le conseil agricole a donc un rôle important pour pouvoir donc permettre que l'agroécologie soit opérationnalisée de façon adaptée aux différents besoins des producteurs. Donc, comme je disais tantôt, et Christophe l'a rappelé dans sa présentation ce matin, on parlait des 13 principes. Je ne vais pas revenir sur les 13 principes avec les couleurs qu'il avait déjà présentées, mais plutôt insister sur où en sont les différentes fonctions du Conseil agricole aujourd'hui par rapport à l'agroécologie. Et ceci à partir des études menées dans ACOTAF et d'autres études complémentaires qui sont en cours, on se rend compte que actuellement, par rapport aux 5 grandes fonctions du Conseil agricole, qui sont la diffusion des connaissances, l'aide à la décision, renforcement des capacités, appui à la structuration et puis la facilitation et intermédiation, il n'y a que la fonction de diffusion qui est assez mobilisée dans le cadre de l'agroécologie. Cela montre qu'on est encore dans une approche de diffusion des modèles d'agroécologie qui sont probablement définis ailleurs, que de co-construction des systèmes agroécologiques adaptés aux besoins réels des producteurs. Et donc, les fonctions d'aide à la décision, tout ce que vous voyez en rouge, c'est des fonctions qui ne sont pas encore vraiment mobilisées. En jaune, c'est les fonctions qui sont moyennement mobilisées, mais sans plus, quoi, sans vraiment subir une transformation par rapport à ce qu'on aurait souhaité. Voilà. Donc, on est encore dans des contextes où les approches de conseil agricole sont très dirigistes et c'est une pratique qui est très peu compatible avec l'agroécologie. Donc, la démarche que nous avons en cours de développement, c'est pas encore totalement stabilisé. C'est une démarche qui est en cours de développement. Elle comprend 5 grandes étapes. Et avant d'aller plus loin dans la présentation des 5 grandes étapes, cette démarche est basée sur 2 principes fondamentaux. Le premier principe, c'est que l'agroécologie ne doit pas être promue comme un dogme, mais plutôt comme une solution à des problèmes réels. Ça veut dire si les producteurs ont des problèmes concrets et que l'agroécologie n'est pas adaptée pour répondre à ces problèmes-là, on ne devrait pas pousser pour imposer l'agroécologie comme solution. L'agroécologie doit répondre à des besoins réels et pas un don. C'est ce qui est beaucoup revenu de la bouche des producteurs qui ont été accompagnés ou formés sur l'agroécologie et même de certains gestionnaires des dispositifs du conseil agricole. Donc, la toute première chose à faire, c'est d'identifier les besoins concrets des producteurs en termes de transition agroécologique. Le deuxième principe fondamental, c'est celui de quel est le potentiel de l'agroécologie donc par rapport aux contraintes. Pardon, j'allais parler plutôt de quel est le niveau d'intégration de l'agroécologie dans l'offre de conseil agricole. Et donc, nous avons donc identification des besoins en transition, évaluation du potentiel de l'agroécologie. Je vais venir en détail après sur chacune des étapes. Troisièmement, c'est d'évaluer dans quelle mesure est-ce que le conseil agricole, tel que pratiqué dans la zone concernée, au jour d'aujourd'hui, est sensible à l'agroécologie ou pas, c'est-à-dire intègre déjà les principes agroécologiques qui sont pertinents pour les producteurs, qui pourraient aider les producteurs à surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Quatrièmement, et c'est l'étape la plus cruciale, c'est d'élaborer une stratégie sur la base de l'identification des besoins, du moins des étapes antérieures, qui sera suivie par un plan d'action. Et enfin, il faudra mettre en œuvre ce plan d'action et le piloter par rapport aux objectifs visés.
Donc, voilà les grandes étapes de la démarche. OK. À l'étape 1, c'est identification des besoins en transition agroécologique. Et ceci pour parvenir à cette identification, il faudra commencer par savoir, par définir clairement dans quelle filière est-ce qu'on intervient, ou alors dans quel type de système de production est-ce qu'on intervient. Et passer en revue avec les producteurs et les conseils agricoles, quelles sont les principales difficultés rencontrées par les producteurs dans la filière. Et aussi vérifier avec eux dans quelle mesure, quelles sont les solutions utilisées à ce jour pour faire face à ces difficultés. Parce qu'il peut arriver, dans certains cas, qu'il y a des solutions agroécologiques qui ont été testées et peut-être qu'ils sont révélées peut-être pas encore suffisamment efficaces pour différentes raisons. Donc, au terme de cette étape, on doit avoir une liste des difficultés majeures qu'on peut prioriser, mais aussi connaître les solutions qui ont déjà été testées parce que nous partons pour une approche incrémentale qui va être construite sur les acquis des approches déjà en cours, déjà utilisées par le passé. Deuxièmement, c'est de discuter, d'évaluer avec les producteurs le potentiel, de voir le potentiel de l'agroécologie. Ça veut dire tout simplement de voir est-ce que l'agroécologie peut être une solution par rapport à la difficulté qui a été identifiée. Et quand nous parlons d'agroécologie, bien sûr, c'est en termes de paradigme, mais c'est aussi de façon concrète en termes de principes opérationnels de l'agroécologie. Nous allons voir dans la suite de la présentation que certains principes peuvent être adaptés pour résoudre certains types de problèmes, mais d'autres peuvent ne pas être adaptés pour ce problème-là. Et la petite figure qui est à côté, ça veut dire, par exemple, comparer quelle pourrait être la plus-value liée à l'application de l'agroécologie comparativement à un système où on aurait continué avec l'agriculture conventionnelle, par exemple. Donc, le potentiel de l'agroécologie, ça veut dire regarder les références qui existent déjà, mais aussi discuter avec les producteurs de leur perception, des connaissances qu'ils ont déjà par rapport à ces principes, mais aussi des conseillers agricoles et éventuellement d'autres personnes ressources qui sont dans le milieu. Et pour cela, on peut faire des focus group, on peut faire des enquêtes, des brainstorming et autres. Et à la fin de cette étape, on devrait avoir la liste des principes de l'agroécologie intéressants par rapport aux problématiques qui ont été identifiées. J'insiste sur le thème intéressant parce que l'agroécologie est souvent promue sur la base des 13 principes, mais avec l'idée implicite que les 13 principes ont la même pertinence et la même valeur dans tous les milieux. Ceci n'est pas totalement vrai sur le terrain parce qu'il y a des principes qui sont plus intéressants, plus impactants que d'autres en fonction des problématiques à traiter. Troisième étape, c'est d'évaluer la sensibilité du Conseil agricole à l'agroécologie. Donc, nous avons vu les principes, nous avons vu les difficultés, les principes de l'agroécologie qui pourraient contribuer à ces difficultés. Donc, la troisième étape maintenant, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que l'offre de conseil agricole au jour d'aujourd'hui intègre déjà ces principes de l'agroécologie. Et j'ai remis ici, juste pour illustrer, je pense que Christophe aussi avait présenté ça, si je ne me trompe pas, c'est de voir sur les différents principes de l'agroécologie, quels sont ceux qui sont déjà pris en compte. Ceux qui sont en vert, c'est ceux qui sont déjà pris en compte. En rouge, ceux qui ne sont pas encore intégrés. Et donc, c'est une évaluation participative qui doit se faire. Et implicitement, au travers de cette question de la sensibilité, c'est aussi la question de l'adéquation entre la demande et l'offre de conseil dans ce dispositif. Parce que s'il y a des demandes s'il y a des besoins en transition agroécologique et que cela n'est pas encore pris en compte, cela pose une question sur l'orientation du dispositif et aussi sur les questions d'agenda du conseil, comment c'est géré, ainsi de suite. Voilà. Donc, à ce niveau, il y a vraiment une connaissance qu'on aura construite sur quels sont les acquis. On ne va pas toujours de zéro. Dans certains dispositifs, il y a les principes techniques qu'on a évoqués ce matin, par exemple, ce qui est en lien avec le recyclage, la gestion de la fertilité des sols, qui sont déjà quand même plus ou moins présents dans beaucoup de dispositifs, tandis que d'autres principes sont encore absents. Et donc, il s'agit de connaître les acquis, les lacunes,
mais aussi de la performance, même de la prise en compte de l'agroécologie dans les dispositifs. Parce que certains dispositifs sont déjà sensibles, mais avec peu d'efficacité. Donc, voilà les trois étapes que je dirais un peu préliminaires. Maintenant, le cœur même de la démarche, c'est sur la stratégie et le plan d'action qu'il faudra élaborer. Et pour cela, il y a deux questions fondamentales. C'est quelle décision on doit prendre une fois qu'on a identifié les besoins, une fois qu'on a discuté du potentiel de l'agroécologie et qu'on a euh, produit des connaissances sur à quel, jusqu'à quel point l'offre de conseil agricole au jour d'aujourd'hui est sensible ou pas. Donc, pour cela, la démarche recommande de construire une matrice, que nous avons appelée une matrice d'intégration de l'agroécologie, en fait, qui croise deux choses. La première, c'est l'importance du principe de l'agroécologie pour résoudre les difficultés des producteurs. Et la deuxième chose, c'est le niveau de prise en compte de ce principe-là dans l'offre actuelle du conseil agricole. Donc, ça nous donne une sorte de cadran, ça c'est pour illustrer, sinon dans le détail c'est un peu plus pointu que cela, mais ça nous donne une sorte de cadran avec des orientations déjà par rapport à la position de chaque principe dans le cadran. Par exemple, dans le cadran A, euh, où nous avons un potentiel du principe qui peut être très élevé pour aborder les questions, les difficultés rencontrées dans la filière, mais un niveau de prise en compte à l'offre qui est faible. Donc, nous considérons que c'est des principes qu'il faut intégrer rapidement, du moins rapidement, qu'il faut intégrer, c'est là où se trouvent les besoins. Dans le deuxième cadran, le cadran B, nous avons appelé ça à considérer, à consolider, pardon, ou à amplifier. Il s'agit des principes qui ont déjà un potentiel très important et reconnu et déjà bien pris en compte. Et donc, ici, l'idée, c'est plutôt de dire qu'il faut les consolider, donc s'assurer que que ça reste pérenne du moment où il y a la demande, mais aussi voir comment amplifier. Peut-être c'est déjà bien pris en compte, mais peut-être s'il n'y a qu'un secteur limité qui est touché. Troisième cadran, c'est des principes que nous avons considérés, que nous avons intitulé à reconsidérer. Donc, c'est des principes qui sont déjà très présents dans l'offre, mais qui peuvent ne pas avoir un grand intérêt en termes de résolution des problèmes des producteurs. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir les reconsidérer. Ça peut être le cas, par exemple, des principes qui ont été introduits dans le cadre d'un projet sous financement extérieur. Et donc, l'organisation de conseil agricole, dans une démarche opportuniste, s'est engagée, mais après, on se rend compte que cela ne correspond pas à des besoins réels. Et enfin, il y a des besoins, il y a des principes euh, qui peuvent avoir un faible potentiel et un fort, comment dirais-je, un faible potentiel et un faible niveau de prise en compte. Et donc, ça, nous avons appelé c'est des principes qui, pour nous, sont plutôt à explorer davantage, pas forcément à éliminer, mais à explorer quand même pour les connaître. Parce qu'en fonction de l'évolution de la demande demain, ces principes-là peuvent devenir intéressants à intégrer. Donc, c'est à explorer et, et, euh, et à laisser en veilleuse, bon, à oublier, pas forcément à jeter, quoi, à oublier, c'était beaucoup plus dans le sens de mettre cela en veilleuse. Donc, voilà le cadran donc, avec les quatre éléments. Maintenant, en termes de stratégie, en termes de grandes lignes d'action qui a amené, bon, ça j'ai un peu écrit là-dessus. Donc, pour les principes qui appartiennent à la catégorie à intégrer, l'idée c'est de vraiment oui, l'idée c'est de les intégrer dans l'offre de conseil agricole. Et comme nous allons le voir par la suite, c'est de voir comment développer des activités qui permettent effectivement de prendre ces principes-là en compte. Par exemple, je prends l'exemple du principe qui traite de la connectivité, qui est en fait la mise en relation entre les producteurs, les consommateurs, les commerçants. Dans les zones, dans les situations où il y a par exemple des cas de mévente, c'est un principe qui peut être intéressant à développer pour les conseillers agricoles. Deuxième niveau, c'est maintenir, c'est les principes qui sont à consolider. Bon, je ne peux pas revenir dessus tantôt.
Dans le principe à reconsidérer, c'est-à-dire des principes qui sont déjà bien présents dans l'offre, mais qui ne répondent plus vraiment à un besoin en tant que tel. Et donc, la question, c'est de rediscuter un peu des conditions de l'intégration. Comment est-ce que ces principes sont arrivés, comment dirais-je, comment se fait-il que ces principes font partie de l'offre actuelle et quelles sont les raisons pour lesquelles ils sont encore dans l'offre de conseil, si tant est que ces principes avaient été introduits peut-être dans le cadre d'un appui extérieur et que cet appui n'est plus là et que la demande n'a plus suivi, quoi. Et enfin, le dernier cas, c'est des principes donc, qui sont à explorer et dans ça aussi, j'ai commenté déjà, je crois, là-dessus. Donc, voilà en termes de plan de grandes lignes. Et en fonction de chacune de ces lignes, donc, l'organisation de conseil euh, va développer un certain nombre d'actions pour opérationnaliser cette orientation qui est donnée. Le temps fait défaut, on ne va pas rentrer dans le détail des différents types d'actions qu'on peut envisager, mais je vais juste évoquer un point par rapport au pilotage. J'ai dit tantôt que l'étape 5, c'était le pilotage. Et donc, cette matrice aussi doit être vue comme un outil de pilotage de l'agroécologisation. Donc, et donc, dans ce cas, nous avons pour nos quatre carrés, nos quatre cadrans. Et donc, dans le pilotage, donc, il faut avoir une approche, une vue dynamique de cette matrice. Et donc, dans la vue dynamique, ce que j'appelle P1, c'est de considérer qu'il peut arriver à court, moyen ou long terme que les principes qui sont en catégorie A passent en catégorie B. En fait, même c'est ce qui devrait se faire à l'immédiat, le plus tôt possible, parce que c'est là où se trouve la demande actuelle. Donc, ça, c'est ce qui est classique, ce qui devrait se produire. Maintenant, il y a une deuxième situation qui peut arriver, une deuxième évolution qui peut se produire, c'est que les principes qui sont aujourd'hui considérés comme à consolider peuvent ne plus présenter de grands enjeux pour le conseil agricole. Si c'est des principes qui sont déjà largement adoptés et que c'est devenu des pratiques communes, euh, euh, c'est plus vraiment, ça répond plus à des difficultés en tant que telles. Donc, du coup, ces principes-là peuvent se retrouver dans la catégorie à considérer, par exemple, sur le cas C. Là, c'est dans le cas où par exemple, le dispositif n'est pas bien piloté ou bien connaît quelques problèmes de réactivité. Mais dans un système qui est bien piloté avec un grand travail de veille et de vérification de l'adéquation entre l'offre et la demande, là, on passerait directement de catégorie du cadran B au cadran D. Une troisième évolution aussi qu'il faut considérer, c'est ce que j'appelle émergence de nouveaux types de besoins. En fait, il peut arriver que des principes qui sont considérés comme pas importants ou à oublier aujourd'hui, que demain ou dans un horizon plus ou moins proche, que cela devient important. Je prends par exemple le travail la question de l'équité. Euh, il y a de cela quelques années, quand on parlait d'équité dans les filières cotonnières ou même du cacao en Côte d'Ivoire récemment, c'était des questions qui n'étaient pas vraiment d'enjeu. Beaucoup de gens disaient non, c'est une question pour les élites et autres, mais c'est devenu un grand enjeu aujourd'hui. Si vous voulez faire du cacao, par exemple, en Côte d'Ivoire, et avoir la chance de bien vendre, il faut faire du cacao équitable. Donc, il faut respecter un certain cahier de charges. Donc, ça, c'est la troisième évolution. Et enfin, la quatrième évolution qui, pour moi, correspond beaucoup plus à une décision de gestion, c'est ce que j'appelle l'optimisation des ressources. Ça veut dire les principes qui sont classés comme à reconsidérer passent maintenant dans les principes qui sont à explorer. Donc, ça veut dire il n'y a plus d'investissement dans ces principes-là pour, en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, pour continuer à maintenir ces principes dans l'offre de conseil. Donc, on les met plutôt dans les réservoirs des solutions potentielles en cas de nouveaux défis qui émergent. Donc, voilà
l'approche dynamique de cette matrice qui, une fois de plus, doit être vue comme un outil c'est un outil pour raisonner l'introduction ou l'amplification de l'agroécologie, mais c'est aussi un outil de pilotage et de gestion. OK. Bon, je suis content que la Guinée ait pu se reconnecter parce que nous avons testé cet outil ensemble avec la fédération, du moins cette démarche. Bon, oui, l'outil dans le sens de la matrice, on a beaucoup travaillé là-dessus avec l'ami Tieno Bala dans le cadre du travail fait avec une étudiante qui s'appelle Manal Bouraza de l'Institut Agro de Montpellier. Et donc, il a travaillé en Guinée, dans la zone du Fouta Djallon. Euh, euh, qu'on peut un peu apercevoir sur la carte, c'est pas très clair, mais bon, ça donne à peu près la zone. Le Fouta Djallon, c'est une zone historique d'élevage, mais c'est devenu une grande zone de production de pommes de terre et de maraîchage aujourd'hui. Et donc, là-bas, donc, c'était avec la Fédération des paysans du Fouta Djallon. Tierno Bala, qui est le coordinateur de cette fédération, est ici avec nous et il pourra aider à compléter. Le temps faisant défaut, je vais parler dans tous les détails, mais vous donner juste quelques grandes lignes de comment ça a été appliqué et quelles leçons on peut en tirer. Voilà. Donc, un aperçu de la Fédé. Bon, on dit Fédé avec une, souvent, on dit la Fédé, sous-entendu la fédération du Fouta Djallon, quoi. Donc, parfois, il peut arriver qu'ils disent la Fédé. Sachez que vous comprenez qu'il s'agit de de la FPFD. Donc, c'est l'une des plus grosses fédérations des producteurs de la Guinée, avec 3500 membres, dont 68% de femmes. Et donc, ces membres sont répartis dans 1218 groupements organisés réunis en 48 unions. Les principales filières d'intervention, c'est la pomme de terre, c'est le maraîchage et dans une moindre mesure, le riz. En termes d'activités de conseil, c'est beaucoup d'activités d'accompagnement pour la production, en termes de formation sur les itinéraires techniques, la lutte contre les bioagresseurs, les produits phytosanitaires et autres. Mais aussi un grand volet, et qui je pense a été historiquement l'origine de la fédération aussi, c'est l'appui à l'accès aux intrants agricoles et aussi l'appui à la commercialisation. Et enfin, il y a un rôle très important, c'est la représentation et la défense des intérêts. Et ça, je pense que la fédération le fait très, très bien parce qu'ils sont dans la plupart des processus, soit de réforme ou de développement agricole en Guinée. OK. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je pense que mes diapos se sont un peu intervertis. Donc, je vous présente juste, nous avons travaillé sur deux filières, la filière maïs et la filière pomme de terre. Je vous présente juste ce que nous avons fait sur la filière pomme de terre. Donc, nous avons fait des focus group, discuté avec les responsables de la fédération, les producteurs et autres. Et sur cette base, nous avons identifié les problèmes qu'on a priorisés. Et donc, dans ce tableau, qui n'est pas complet, on a par exemple la liste des cinq principaux problèmes. Et nous avons vu dans le cadre des échanges avec les producteurs et les conseillers, comment les différents principes contribuent ou pas, peuvent contribuer ou pas à la résolution de ces difficultés. Par exemple, je prends le cas de l'enclavement et des méventes qui est beaucoup revenu. On a vu qu'on peut beaucoup travailler sur les liens entre les producteurs et les commerçants pour faciliter l'évacuation. L'autre point aussi qui a été beaucoup discuté, c'est la question de la diversification économique qui est apparue comme un problème, comme une solution intéressante pour les problèmes de stockage, par exemple, stockage de pommes de terre, les denrées qui sont périssables, les productions qui sont périssables. La diversification telle que définie, en fait. Je ne vais pas insister là-dessus, mais derrière chaque mot ici, chaque thème par rapport au principe de l'agroécologie, il y a toute une définition et beaucoup d'implications, quoi. Par exemple, la diversification économique, au-delà effectivement de la pluriactivité, intègre aussi dans la définition du haut panel tout ce qui concerne la transformation. Donc, on a fait ce travail-là et puis,
nous avons discuté avec les producteurs pour voir comment se positionnent les différents principes, donc les différents principes de l'agroécologie par rapport à l'offre actuelle et par rapport aussi à ce que, au potentiel euh, euh, qu'on attribue à ces différents principes. Donc, ça donne le tableau suivant qui est encore à consolider parce que on a eu du mal à positionner certains de ces principes. Mais j'insisterai juste sur deux aspects. Le premier, c'est par exemple le principe qui est à reconsidérer, c'est le principe 9 sur les valeurs sociales et les types d'alimentation. Euh, dans les échanges avec les producteurs responsables de l'Union, il est apparu que, au cours des années récentes, il y a eu un appui sur l'agriculture sensible à la nutrition que la FEDE a mis en œuvre. Et pour beaucoup de producteurs, du moins des activités, il y a beaucoup d'actions qui continuent d'être menées, mais pour beaucoup de producteurs, ce n'est pas la priorité, quoi, cette question de nutrition. Et enfin, je donnerai un autre exemple rapide, c'est sur le principe agroécologique numéro 4, sur la santé et le bien-être animal. Beaucoup plus sur le volet bien-être animal que la santé. En fait, normalement, on devait scinder ce principe en deux. Et donc, par exemple, la question du bien-être animal, les producteurs considèrent que eux, ils traitent déjà très bien leurs animaux. La question se situe même plutôt en aval de la filière, au niveau de la commercialisation, au niveau des commerçants, de ceux qui font du transport ou bien l'abattage. Mais la question du bien-être tel que défini, prendre soin des animaux et autres, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Mais cela dit, si peut-être demain, on insiste pour voir dans quelles conditions les animaux sont élevés de façon très rigoureuse pour déterminer aussi s'il y a une prime liée aux conditions d'élevage, peut-être cela changerait quelque chose. OK. Et donc, sur cette base-là, nous avons travaillé avec l'Union aussi, avec la FEDE, pardon, pour identifier les activités, les actions qui sont à mener. Et donc, je donne juste un aperçu des grands axes qui sont apparus. La première chose, c'est la vision stratégique du développement agricole. La FEDE travaille beaucoup pour approvisionner ses membres en intrants, engrais, pesticides et autres. Mais la FEDE se rend compte progressivement qu'il faut penser à d'autres options pour des questions environnementales, mais aussi pour des questions économiques. Et la crise du Covid et la crise actuelle en Ukraine a des impacts importants au niveau des coûts. Donc, je dois aussi dire que ce travail qui a été fait avec la FEDE, c'était vraiment une commande, c'est un travail de recherche-action. Donc, la FEDE est vraiment dans une posture de faire évoluer ses pratiques et sa vision des choses. Troisièmement, du moins deuxièmement, il y a un grand axe de travail autour des méthodes et outils de conseil agricole. Par exemple, s'il faut travailler sur les questions de connectivité, les principes qui ne sont pas encore bien intégrés, cela va impliquer des changements au niveau des méthodes et des outils. L'autre point, c'est sur la question de l'échelle d'intervention, des échelles d'intervention et des thématiques. Bon, ça paraît. Et puis, nous avons aussi les attitudes des conseillers qui sont à renforcer, des profils en termes de compétences. Il y a de nouvelles thématiques qui sont intégrées, il faudra prendre ça en compte. Et un point sur les solutions, je n'ai pas trouvé la bonne formulation ici, mais ce que je voulais dire par rapport aux solutions qui sont proposées au problème, c'est que quand on s'engage, quand un dispositif devient plus agroécologique, il y a des implications sur le type de solutions qui sont proposées. En anglais, ce qu'on appelle le basket of options, ça veut dire un conseiller agricole, quand il va rencontrer les producteurs, c'est pour essayer de trouver les solutions ensemble, mais il vient souvent avec certaines solutions déjà potentielles. Et donc, dans les basket of options, dans les solutions potentielles, ça suppose que le conseiller doit avoir une priorité pour les solutions basées sur la nature. Ce que les anglo-saxons disent nature-based solutions. Et donc, il y a aussi la question de l'impact des solutions. Est-ce que ce qu'on apporte aujourd'hui, même comme engrais minéral, ça va peut-être faire augmenter les rendements, mais quelle va être l'implication après sur les sols et autres?
c'est des vraies questions. Bon. Il y a aussi la question de l'appropriation des, des solutions qui sont développées. Enfin, il y a trois axes qui sont importants, mais qui ne concernent pas directement la FEDE, parce que les trois axes, je les ai marqués et je les ai mentionnés parce qu'on a fait aussi un exercice similaire au Burkina. Et donc, ces trois axes, c'est la gouvernance du dispositif. Parce que la question de l'agroécologisation pose vraiment un problème, ça amène le mettre le doigt sur comment les dispositifs sont gouvernés, quoi. Quel est le niveau d'alignement entre la demande et les besoins des producteurs? Et puis, il y a la question des partenariats, parce que quand on s'engage sur l'agroécologie, vu la diversité des thèmes qui sont traités, ça demande souvent une expertise, puis une organisation ne peut pas facilement tout réunir en nutrition, en économie, en sciences sociales, en développement local. Et donc, ça demande de construire des partenariats. Et enfin, il y a la question du financement. Bon, peut-être demain, dans la présentation sur les attitudes, je vais revenir un peu sur ces aspects-ci, parce que ça a aussi un lien sur les attitudes des conseillers. Donc, en conclusion, bon, il y a quelques coquilles. Je pense que, du moins, nous soutenons des restes au travail que l'agroécologisation ne doit pas être imposée. Elle doit être vraiment conçue comme un processus pour répondre à une demande réelle en termes d'accompagnement des transitions agroécologiques. Deux, l'agroécologisation est une opportunité pour corriger certaines lacunes structurelles des dispositifs de conseil. Là, je ne parle pas uniquement de la FEDE, mais des dispositifs en général. On a travaillé au Burkina avec plusieurs fournisseurs de conseils aussi, mais on se rend compte que l'agroécologie vient mettre en évidence, vient vraiment exposer davantage certaines lacunes qui ne sont pas encore corrigées. Par exemple, tout le monde parle des approches participatives, mais dans la pratique, très peu de dispositifs aujourd'hui utilisent vraiment des approches participatives. Et puis, un point qui est apparu, c'est euh, est-ce qu'il faudrait peut-être envisager un système de notation où il y aurait des triple A, des AB, des BC par rapport au niveau de prise en compte de l'agroécologie? Je le dis parce que la FEDE, la FPFD avec qui nous avons travaillé, est par exemple engagée dans un processus, mais je ne les vois pas, Tieno voilà, qui m'écoute me corrigera, mais je ne les vois pas en train de tout virer à 100% agroécologie au bout de 2 ou 3 ans. Quoi. Je pense qu'il restera toujours un minimum d'habitudes conventionnelles pour différentes raisons. C'est le cas aussi de beaucoup d'autres dispositifs. Ceci amène à dire, peut-être avoir une vision un peu flexible de ce processus et de dire une fois de plus que ça doit être aussi tiré par la demande, même si la vision du développement agricole durable est importante. Quatrièmement, c'est que c'est un processus qui est coûteux. S'il faut vraiment transformer un dispositif de conseil, ça suppose qu'il faut former encore les conseillers agricoles, les accompagner à acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles attitudes. Et quand il dit coûteux, ce n'est pas simplement au niveau de l'organisation de conseil, mais aussi au niveau de l'environnement du développement agricole. Ça suppose par exemple qu'il faut réformer des curricula, des formations des conseillers agricoles. Ça suppose qu'il faut accompagner euh, les jeunes entrepreneurs qui s'installent pour produire, par exemple, des biointrants qui sont nécessaires. Quand on recommande, par exemple, aux producteurs d'utiliser des biointrants, il faudrait qu'ils aient la possibilité d'en trouver. Il y a cet environnement qu'il faut arriver à mettre en place. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous en résumé. Donc, une fois de plus, c'est un travail en cours. Ça commence à prendre forme, mais il y a encore beaucoup de questions que nous nous posons, beaucoup de choses qui restent à consolider. Mais bon, avec vos remarques, commentaires ou suggestions, ça va nous aider à consolider un peu cette démarche qu'on est en train de développer. Donc, merci encore pour votre attention.